Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 mars 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous êtes accrochés aujourd'hui, nous avons une grosse partie actualité où on va passer sur pas mal de choses, notamment Silvergate, et ensuite on va attaquer la partie technique avec une question qui est importante, c'est est-ce que on se fait piéger ou non, et prendre du recul par rapport à la position que l'on a, et je vais principalement parler de mon cas à moi. Vous allez vite voir, et avant de commencer, si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon contenu, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence sans plus tarder. Au niveau des petits Twitter que je vous ai sélectionnés pour aujourd'hui, que vous retrouverez notamment sur mon Twitter Cryptolyse, qui est en commentaire et en description si vous voulez me rejoindre. Là-dessus, vous avez un très beau thread de Cosmos qui vous explique la prochaine évolution du consensus, justement, de Comet BFT qui va sortir, en tout cas qui est en proposition, et qui va sortir, sur lequel nous avons quand même pas mal de choses, notamment sur l'utilisation de la notion d'interchain. L'interchain, c'est une des fonctionnalités réellement de Cosmos, c'est de créer des connexions entre les différentes chaînes et d'avoir une structure complète. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'améliorer et c'est leur but et c'est un des fondamentaux de Cosmos. Vraiment, l'interchain, c'est vraiment le fondamental de Cosmos et c'est pour ça que beaucoup de blockchains utilisent le Cosmos SDK pour pouvoir développer. En plus, c'est un des plus simples. Ensuite, nous avons quand même pas mal de choses, avec notamment la deuxième journée qui s'est déroulée hier de Powell sur les questions-réponses au Congrès, où il s'est adouci. Hier, je vous rappelle qu'il avait dit clairement qu'on allait faire certainement une double augmentation, donc 0,5 pour le 22 mars. Là, il s'est un petit peu calmé, il a radouci son ton, disant qu'il va falloir voir quand même les jobs, voir l'état de l'inflation qui devrait arriver en même temps pour pouvoir prendre une décision, et donc que le 0,25 était toujours sur la table. Bon, on va pas se cacher que c'est, vu la réaction d'hier des marchés, en tout cas US, suite à cette annonce, c'est pour temporiser. Là-dessus, il faut pas se faire trop d'illusions, je pense fortement qu'on va se diriger vers un 0,5, et c'est le cas aussi du marché, on ira le voir tout à l'heure, justement, pour bien comprendre ça. À côté, nous avons, cette fois-ci, Coinbase qui nous fait une petite vidéo, donc ça, je vous la mettrai, très bien, qui dure 1 minute, qui explique, justement, la problématique de notre système financier, et pourquoi les cryptos sont une solution de notre système financier. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne parlent pas de crypto, ils ne parlent pas de blockchain, ils expliquent tout simplement les problématiques qu'on rencontre tous les jours dans l'utilisation. C'est très bien fait, c'est humoristique, c'est très léger, c'est un petit peu, même très sarcastique quand même sur certains points, mais en tout cas, c'est exactement, en fait, les idées et la représentation que je donne quand je dois expliquer à des personnes qui sont totalement néophytes l'intérêt que ça a, la crypto, ne serait-ce que pour les transferts monétaires, et là, on a vraiment ça. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. Sur mon Twitter, vous aurez le thread qui sera publié dans lequel vous aurez justement toutes les informations et cette vidéo disponible. Ensuite, aujourd'hui, il nous a dit de regarder le chômage, donc on regardera le chômage aujourd'hui, on regardera le chômage demain, pour pouvoir savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, à savoir qu'on aura un discours de Lagarde vendredi, même si je pense qu'il y aura assez peu d'impact. Le gros impact serait justement une cassure très forte au niveau du taux de chômage, dans lequel que ce soit à la baisse ou à la hausse, on aura vraiment une cassure très forte, donc là il faudra forcément consolider à ce moment-là, et vraiment attendre les 14h30, l'ouverture du marché US. Ensuite nous avons Gemini qui, en fait là c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment un traitement de l'information qui est totalement différent. D'un côté nous avons une nouvelle qui est que Gemini, la relation en tout cas avec Gemini et JP Morgan reste intacte, entre guillemets. Même information sur Coindesk, dans lequel on a JP Morgan qui coupe justement tout lien avec Gemini. Et à côté, on a une petite mise à jour qui a été faite ici, dans lequel on a notamment le tweet de Gemini qui nous dit que, bon, en l'occurrence, la relation fonctionne toujours très bien entre Gemini et JP Morgan, d'accord, qui est ce tweet-là. Donc, on a à côté une rumeur qui est apparue, dans lequel JP Morgan qui coupait toutes les relations avec Gemini, qui a été démenti par Gemini, et du coup on se retrouve avec une news sur Cointelegraph où globalement
on remet les choses en disant, voilà, la dernière information qu'on a, c'est que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de commentaire officiel. Et à côté, on a Coindesk qui nous dit que JP Morgan a coupé tous les liens, et en nous disant que JP Morgan a refusé de commenter, et que Gemini a commenté en disant que ce n'était pas le cas. Point. Il s'arrête absolument là. Donc c'est très intéressant de voir la différence entre les deux, en termes de traitement. Pour ça, toujours regarder plusieurs médias, plusieurs sources d'informations qui ne sont pas tirées de la même, de la même source, de façon à avoir justement un traitement différent de l'info. Parce que là, globalement, il y en a un où c'était du FUD et on a arrêté le FUD avec un tweet, et ici, globalement, on va avoir une séparation sur Gemini, avec Gemini qui risque de souffrir derrière si on a une libération, enfin en tout cas si on a un arrêt de traitement de JP Morgan avec Gemini. À côté, au niveau des nouvelles, nous avons Coinbase qui propose un nouveau service qui est le Wallet as a Service. Ça veut dire quoi concrètement? C'est une API qui va être mise à disposition des développeurs, majoritairement, on va pas se le cacher, développeurs Web 2, pour pouvoir construire des applications et utiliser les fonctionnalités d'un wallet sans se poser la question de ce qu'est un wallet. C'est-à-dire qu'on aura simplement une API très simple d'utilisation dans lequel tous les développeurs savent utiliser une API et on aura toutes les fonctionnalités qui seront disponible, et c'est l'idée de l'onboarding via Coinbase, le fait de mettre à disposition une simplification de l'utilisation des wallets, et non pas une évolution des wallets custodiales. On est vraiment dans deux choses séparées. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est qu'il y a à côté d'autres initiatives que plutôt un géant centralisé qui sont en train de travailler sur la structure d'un wallet et comment on peut justement onboarder les personnes sans forcément passer par un Wallet as a Service, qui est quand même problématique, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'une structure centralisée. Quel est l'intérêt à ce moment-là d'avoir un custodial? Au niveau de Bloomberg, on est en plein dans justement le soften de Powell, dans lequel on note le gros mea culpa de Powell sur la deuxième journée, au vu certainement de la chute des stocks, et aussi, bien évidemment, des pressions qu'ils subissent. Il faut pas se leurrer, quand on voit justement les questions qui ont été effectuées première et deuxième journée, la pression est très forte sur la Fed pour pouvoir maintenir le taux d'inflation, oui, mais aussi, justement, l'économie américaine et la peur de la récession aux US est vraiment très forte. Ensuite, nous avons la grosse nouvelle avec Silvergate qui, ça y est, annonce sa propre liquidation. Très intéressant, déjà, il se met pas en chapitre 11, il liquide tout seul. Donc ça veut dire qu'ils ont quasiment la totalité de leurs assets. On n'a pas de possibilité de trou, en tout cas le trou n'est pas suffisant pour avoir vraiment un gros breakdown. Je pense qu'il y aura des dettes, mais ce ne seront pas des dettes liées directement aux clients classiques, ce sera plus des dettes d'État, donc ce sont des choses qui sont quand même moins grave, et à côté on s'en doutait, de toute façon tweetait que Silvergate allait faire un dépôt de bilan, vu les différentes nouvelles que l'on avait, c'était déjà quelque chose qui était en train de se pricer, et là je pense qu'on a un fin de pricing qui est en train de se faire. Donc globalement, si je résume, on a, ça y est, Silvergate qui a déposé, qui fait partie justement des cadavres de cette année 2022, on va pas se leurrer, c'est pas quelque chose qu'il y a 2023, on est vraiment sur la fin de FTX, on est sur la fin de tout ce qui s'est passé sur cette année très compliquée de 2022, et on est en train de finir tout simplement l'assainissement de tout ce qui pouvait entraîner à la baisse le monde des cryptos. Ce qui est intéressant de voir, et c'est ce que l'on va voir aussi tout à l'heure dans la partie technique, c'est que on a quand même beaucoup de nouvelles néfastes au niveau des cryptos, et pourtant, c'est pas si mal que ça. On va regarder tout ça dans la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading, avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés, donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit, donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite.
Partie technique qui commence par notre rappel de la situation où nous sommes. Nous venons de terminer ici 5 vagues d'impulsion, le retracement en 3 temps. Nous sommes actuellement dans une zone potentielle de bottom avec ici la fin de cette schématique de vague d'impulsion élotiste qui peut se transformer soit dans une forme de ranging, soit dans une accélération, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5, quelque chose de classique que l'on peut attendre. Il va falloir juste être patient, encore une fois, pour avoir la résolution court et moyen terme. À côté, nous avons toujours cette possibilité d'être dans une zone de DCA, Dollar Cost Average, donc c'est-à-dire si on veut avoir une stratégie d'achat à long terme pour lisser son prix d'entrée, nous sommes toujours en dessous du 618, du mouvement total du BTC, donc c'est une zone très intéressante en prenant en considération qu'on peut aller retester le 786, le top de la 1, voire même beaucoup plus bas, le 1,618 à 10 000 $ si jamais on s'enfonce. Il faut bien le prendre en considération et on serait toujours dans cette zone de DCA, d'où l'intérêt d'avoir une véritable stratégie pour pouvoir s'adapter aux évolutions du prix. Si on zoome un petit peu ce qui se passe, on a toujours notre belle accumulation de wick-off qui est présente en SC, AR, ST, STB, donc quelque chose de classique, arrêt de la tendance baissière, retracement, on reteste, on s'enfonce, on prend la liquidité, on réaccélère, donc on est toujours dans cette zone très forte dans lequel nous n'avons toujours pas cassé la R, zone qui serait très intéressante ici, cette rupture pour pouvoir justement valider un changement de ton, un changement de tendance. Là nous sommes dans une tendance haussière, mais cette tendance haussière est dans une tendance baissière, et il faut faire la rupture de la R pour faire justement un plus haut et inverser cette tendance. Ce n'est pas fait et c'est exactement ce que l'on attend. À côté, nous sommes en train de nous diriger doucement mais sûrement vers ce beau support qui a fait justement résistance de nombreuses fois, où on voit justement qu'elle a fait résistance 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et forcément, on a fait un premier retest ici, dans lequel on a eu un rebond suffisamment fort qui a fait justement une nouvelle accélération haussière. Ce qui explique pourquoi je suis toujours dans cette zone-là, relativement positif sur une continuité haussière pour une dernière jambe de cette accélération justement haussière, et ici une construction au-dessus de la R avant de faire un retracement. Ça reste mon optique et ça reste toujours mon biais. Alors là-dessus, on va discuter de la notion de piège, parce que je pense qu'il est très important d'assumer ça, que ce soit dans tous les sens. Dans le sens où est-ce que c'est un piège haussier ou un piège baissier? Est-ce que là, nous ne sommes pas justement dans une schématique où on pourrait se faire piéger très facilement? Pour y répondre, on va passer directement en 4 heures pour avoir une bonne visibilité. Alors, très intéressant de noter que ici, nous sommes donc bien avec des lots. Donc, je refais la structure, de façon à ce que vous la voyez bien. Nous sommes toujours avec des lots qui ne cassent pas les précédents, et nous avons toujours des tops qui continuent à être de plus en plus hauts. Donc, on est dans une schématique de structure haussière ici. D'accord, la rupture de cette zone-là entraînerait l'invalidation de cette structure. Ça veut dire que ici, on aurait un changement de caractère du marché, on aurait un break-off structure dans lequel on pourrait retracer, puis avoir une continuité baissière, parce qu'on aurait un changement ici de tendance. D'accord? Donc là, ce n'est toujours pas le cas. Donc, techniquement, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Ok. Actuellement, nous avons fait quand même ici, je rappelle la schématique que nous avons ici avec une distribution, donc très forte, avec un UT qui se trouve là, avec ici une cassure. Si jamais on casse ici, ça veut dire qu'on casse le saut. Donc ça veut dire qu'on valide une distribution très forte. D'accord? Donc avec quelque chose qui s'enfoncerait. Ce qui est important de noter, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui est très particulier, parce que nous sommes entre ici un très gros support, nous sommes ici contre une très grosse résistance, que ce soit court terme, que ce soit moyen terme avec cette zone ici, hein. Je rappelle que ici nous avons la R, et là nous avons le très gros support, et nous sommes toujours en tendance haussière, dans lequel on aura ici une rupture du lot si jamais on casse. Donc ça veut dire que la cassure ici du support entraînera la validation de la distribution, donc la validation de la rupture du sign of weakness par un uptrust, donc ça veut dire qu'on aura une validation de la distribution de wick-off, on aura une rupture ici du support, donc ça veut dire le chartiste va la jouer, et à côté, on aura justement certainement des liquidations qui se joueront. Alors, en parlant de liquidation, et c'est là où c'est intéressant de prendre un petit peu de recul, pour bien comprendre le meilleur mouvement effectif, c'est que nous avons quand même beaucoup de liquidités qui se trouvent ici, hein. Beaucoup de shorters qui sont actuellement en train de se positionner à découvert. Les liquidités longues sont
un petit peu ici, mais c'est relativement faible, et on retrouve après des gros blocs qui sont un petit peu plus bas. Mais somme toute, la liquidité se trouve en short. Alors là-dessus, la question, c'est que si on regarde justement le cours, tout simplement, au niveau du price action, qu'on va retirer cette vision-là, et qu'on regarde ici, tant qu'on ne fait pas de rupture ici, ok, on se dit, bon, on tient. Néanmoins, je vous avoue que quand on regarde ça, on se dit surtout que c'est tout sauf bullish. On a du mal à voir qu'on a une réaccélération. On voit un momentum qui est plutôt dans une phase baissière. Ok, qui est plutôt dans une phase baissière. Très intéressant de le noter. Parce que là, on voit qu'on a bien cette phase baissière. Ici, on voit bien qu'on a une phase baissière. On voit bien qu'on a cette accélération avec ici, bien la mise en place d'une divergence baissière en 4 heures sur ce bloc-là, qui nous a entraîné justement cette chute-là. On a bien ici cette accélération avec la divergence baissière qui nous a entraîné ces chutes-là. On se retrouve bien dans une zone de survente, comme ici. Alors peut-être pas encore aussi profonde, peut-être encore une petite baisse pour aller retester vraiment les plus bas, mais on est vraiment dans cette zone, dans cette même configuration que l'on peut avoir. Donc là-dessus, on a un biais, et c'est mon biais qui est toujours relativement en tout cas bullish sur cette zone-là. Si on regarde aussi dans cette zone au niveau de l'order flow, on voit que on a fait, si vous voulez, une cassure. Je vous avais dit que notamment, faites très attention à la cassure. Oui, on a fait une cassure. Très intéressant de la noter, cette cassure. Sauf que si on la regarde bien, et c'est très intéressant de la voir, c'est que cette cassure, elle a commencé à se faire sans le break du prix. D'accord ? On a commencé à construire des shorts tout le long, jusqu'à ce qu'on ait le break. Et si on regarde, on était déjà quasiment sur l'accélération haussière du short. Donc ça veut dire que toutes les personnes ont préparé un short ici pour enfoncer, et ensuite prise de profit avec retour à la normale. Là-dessus, on a une forme de manipulation très forte. On voit très bien qu'on a un order flow d'ailleurs qui a poussé, cassure, donc liquidation certainement des longues, et ensuite on a retravaillé l'order flow. Donc ça veut dire qu'on a racheté ici, et on a racheté à levier. Très intéressant de le noter, ça veut dire que l'order flow est en train de se construire tout doucement, et que on a ici un retravail, et qu'on a des manipulations structurelles. Du coup, la notion de piège arrive totalement dans cette conceptualisation. C'est-à-dire, est-ce que, ici, on a un piège qui est du long, c'est-à-dire essayer de forcer les personnes à acheter cette zone-là, ou est-ce que c'est un renforcement du short structurel? D'accord? Quand on regarde ça, on n'a pas forcément envie d'acheter. On est plutôt même dans une selling part, où on se dit que ça va chuter. En effet, si on fait une rupture brute de ça, il y a de très grande chance que oui, on ait des très grosses bougies de rupture et de liquidation qui arrivent avec une rupture de cette zone-là. Néanmoins, nous sommes en train d'arriver dans une zone potentiellement d'achat. Du coup, qu'est-ce que l'on piège? Quel est l'intérêt que l'on peut avoir? Je vais vous expliquer en tout cas ma vision avec mon biais, et on va aller dans la version inverse. Ici, clairement, on est dans une zone de retracement, c'est-à-dire quand on regarde dans cette zone ici, on a fait un retest, on est rejeté, on fait un deuxième retest ici, on est rejeté encore une fois, donc on a une continuité baissière pour ici un break baissier derrière, d'accord? Donc là, structurellement, c'est ce que l'on a sur une vision plus grosse time frame. Ce qui est vrai si on break cette zone-là, d'accord? Parce que court terme, nous sommes toujours dans cette tendance haussière. Mais beaucoup de personnes sont en train d'anticiper ce mouvement-là et sont en train de se positionner sur, ici, du short très très fort. C'est ce qu'on voit au niveau des positions, en tout cas au niveau des clusters de liquidation, dans les zones que je vous ai indiquées. D'accord? Dans cette zone-là, on a beaucoup de clusters de liquidation. Donc majoritairement, les shorts sont en train de se positionner, les longues sont assez peu présents. Et quand on regarde un petit peu les nouvelles que l'on a actuellement, on a quand même des nouvelles du 0,5 au niveau de l'augmentation de Powell, on a Silverbank, on a toujours cette peur un peu de GBTC, même si elle est en train de s'éloigner petit à petit, mais on a toujours cette peur de GBTC, donc on a une pression très forte, on a une pression sur un framework légal qui risque d'arriver, que ce soit aux UK ou derrière, justement, en Angleterre, on a tendance à essayer d'appuyer encore plus dessus en disant qu'on va faire quelque chose de plus dur. On a les US qui sont en train de se dire, bon bah là, on est quand même un peu en retard, il va falloir qu'on mette en place la machine et qu'on commence à s'activer un petit peu. Donc on a une pression qui est en train de se faire sur les cryptos, et aussi, bien évidemment, sur la macroéconomie, et pourtant, on chute pas tant que ça. C'est-à-dire que les breaks baissiers, ici, sur quand même un pricing qui avait été fait de 0,25 pardon, et qu'on est en train de repricer pour un 0,5, on est sur quelque chose qui est relativement solide. Et pourtant,
on a du short qui est en train de se structurer. Très intéressant de le noter. Du coup, on a 2 points de vue, on a 2 biais. On a un biais qui est beaucoup plus long, qui est le mien, que je vais vous expliquer en dernier, et on a un biais short derrière où on se dit que là-dessus, ça va être la débandade, on risque d'avoir des clusters de liquidation de longue, on va chercher la rupture de cette zone-là, et on va s'enfoncer pour pouvoir se faire, et aller soit faire un plus bas, donc là-dessus, il y a les aficionados des 10 000 qui vont me dire qu'ils sont déjà partis, que c'est obligatoire qu'on y aille, mais on pourrait très bien s'arrêter avant. Bon, on a en tout cas un retracement du mouvement effectif qui s'est effectué là, dessus. Donc quelque chose, une respiration beaucoup plus grande au niveau de la crypto. Et à côté, on a le biais qui est le mien, qui est beaucoup plus longue, dans lequel, pour moi, on n'a toujours pas fait de rupture court terme, donc de toute façon, j'ai été assez transparent avec vous sur le fait que je suis placé ici, d'où aussi le fait d'avoir mon biais, et que je suis conscient que ici on peut aller retravailler, ce n'est pas gênant, tant qu'on ne casse pas, ici, cette zone-là, en tout cas, tant qu'on ne construit pas en dessous, voilà. Casser, aller chercher la liquidité, c'est de la manipulation classique, et là, on se retrouve quand même bien sur des manipulations systémiques, où on a à chaque fois une pattern comme ça, une cassure baissière, et cette cassure baissière, elle est liée principalement à des mouvements de quelques personnes. Donc on va prendre un petit peu de recul, on va regarder l'order flow en 4 heures, avec justement le mouvement d'accumulation ici, qui nous a donné cette accélération, où on a bien eu une montée structurelle ici des positions top trader. D'accord? Donc oui, on a eu des prises de profit ici, on le voit en fait bien quand on regarde en 4 heures, où on a bien eu cette accélération à 56% sur le top, et ensuite on est en train de retracer, justement dans un niveau structurel d'accumulation classique. Donc on a eu une partie de prise de profit effectuée, nous sommes à peu près dans la zone ici. D'accord? Donc ça veut dire que une partie des personnes qui sont pris position ont pris des profits actuellement. Et on se retrouve sur la totalité des positions qui étaient à 19 000. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que on est en train de prendre une partie de profit pour pouvoir justement réaccélérer derrière. Donc ça veut dire aussi que la pression de vendeuse, structurelle à la prise de profit est en train de s'alléger, et c'est pour ça aussi qu'on voit des mouvements de moins en moins forts au niveau de la chute. C'est-à-dire que là on a quand même ici une belle chute avec un ravalement, ok, ici aussi une très belle bougie de chute, donc on a des impulsions très très fortes. La dernière est très faible, et vraiment très très faible, qui pourrait être la représentation d'une dernière vague, pour faire après un retracement en haut. D'où aussi l'importance, même si j'ai un biais qui est majoritairement haussier, pour ma part, si jamais on recasse les 23 600, 23 800, j'aurai une prise de profit, j'aurai une mise en place APE pour pouvoir lisser, justement, enfin bloquer ma position et être préparé. Et là-dessus, c'est une dernière réflexion que je vais aborder ici, que continuera certainement dans la vidéo de demain, et je vous demande d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions et à dire votre avis en commentaire sur cette question-là, qui est, est-ce que dans un marché, on peut être à la fois long et short, et ne pas perdre, ou justement toujours gagner? C'est la grande question qu'on traitera notamment demain. Alors on va passer sur rapidement ETH-BTC. ETH-BTC, très intéressant de noter que on a quand même une surperformance de Ethereum qui est en train de se faire, avec pas mal de nouvelles qui sont plutôt bullish. On a eu l'ETH Denver qui était présent, donc forcément quand on a un événement communautaire comme ça, on a une hype qui est en train de se faire parce qu'on a un effet d'annonce structurel. Donc ce qui est classique, moi ce que je note surtout c'est que on a ici quand même une grosse compression de liquidité, hein, on le voit bien là, donc pour moi on risque d'avoir une résolution qui risque potentiellement d'être une résolution à la baisse pour aller retester potentiellement ici cette zone-là avant de pouvoir repartir à la hausse. C'est un petit peu l'idée, donc ça veut dire une sous-performance d'Ethereum ou une surperformance de BTC, et ensuite un Ethereum qui reprend le pas. On n'oublie pas qu'on a Shanghai qui arrive, donc forcément on a aussi un narratif qui est un petit peu différent au niveau d'Ethereum. Beaucoup de personnes sont en train d'avoir peur autour de Shanghai alors qu'il n'y a pas de raison, et donc forcément on va avoir une pression qui va s'effectuer, donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Sur la macroéconomie, le DXY, après nous avoir fait cette magnifique bougie, on voit qu'on est dans une zone de consolidation très classique au-dessus, donc là on pourrait très bien être la dernière accélération de liquidité avant de faire un retracement, ou tout simplement consolider dessus et accélérer. Je pense qu'on va avoir vite l'information dans les jours qui viennent, voire début de semaine prochaine au niveau du DXY, donc là ça voudrait dire une rupture, ça voudrait dire qu'on va chercher justement le 109, voilà, qu'on attend déjà depuis un certain temps, qui serait pour moi ici le meilleur retest bearish avant de s'enfoncer doucement au niveau du DXY, hein, à savoir qu'on a fait déjà un beau retracement, ici on pourrait aller retracer, retester, et s'enfoncer pour aller chercher potentiellement les 95 comme target final.
Ici, on a quand même, au niveau du Nasdaq, un très beau retest bearish, et c'est pour ça que je vous dis que on est quand même, au niveau de la crypto, c'est un petit peu différent, on a un narratif particulier, parce que hier, on a eu une belle bougie verte, avec une partie, on s'est enfoncé, justement, on était plutôt rouge, et on a ravalé une grosse partie, et on a clôturé au-dessus, alors que sur les cryptos, majoritairement, si on regarde le BTC, on s'est enfoncé, d'accord, on n'a pas eu de retour haussier, et c'est très important de le noter, ça veut dire que ici, ce qui est en train de se passer, oui, on a une pression très forte de la macro sur la crypto, mais ça veut dire aussi que le BTC et la crypto en elle-même est en train, ici, de régler la fin de son narratif. D'accord ? Est en train de gérer la fin de tout ce qui tourne autour des cryptos, les différents corps qui sont en train de passer par la rivière. Donc on passe le temps, voilà, on attend tout simplement que ça se stabilise, on savait que ça allait prendre du temps. Je pense que c'est même plutôt positif de voir qu'avec toutes ces nouvelles que l'on a, on a quand même un BTC qui est toujours au-dessus du niveau des 21 000, on est à 21 700, on est en train de se diriger doucement vers les 21 500, mais tant qu'on casse pas ce niveau-là, bon, on est plutôt bien, somme toute, malgré l'ensemble des nouvelles. Sur le SP500, on se retrouve exactement dans le même dispatch, avec derrière, on voit bien une journée qui a peut-être été moins intéressante que sur le Nasdaq, et on voit qu'on a une continuité baissière qui est en train de se préparer. Alors comme d'habitude, on fait attention, parce que quand on a des bougies dans un sens, avant l'ouverture du marché américain, il y a de grandes possibilités d'avoir un reversal qui s'effectue, on est à plus de 75% de probabilité, donc on fait très attention à revoir, pourquoi pas une réaccélération, parce que nous sommes, je pense, à vue de nez, dans une zone de rechargement. Hop, tac, voilà, on a fait le 618 pour une continuité haussière, pourquoi pas, donc avec une structure qui pourrait s'effectuer de ce style-là, retest bearish, retest d'achat, hop, on repart, on fait un break of structure, et on va retester potentiellement cette zone-là. Donc ça pourrait être aussi le cas, donc là, bon, on laisse un petit peu de temps de respiration, on a clairement aussi un discours de Powell qui n'aide pas. Voilà, on va pas se le cacher, un coup 0,5, un coup 0,25, on souffle le froid, on souffle le chaud, et donc forcément les marchés n'aiment pas l'incertitude. Là on est en pleine incertitude qui est en train de se faire, limite pricer un 0,5 c'est beaucoup plus simple pour le marché pour pouvoir après se restructurer à la hausse une fois que c'est effectué. Là malheureusement c'est pas le cas, on se dit 0,5, 0,25, voire peut-être même 0,75, on commence à voir des petits chiffres qui sont en train de se tourner vers les 0,75, en tout cas ce qui est sûr c'est que le marché est en train de pricer non plus une mise en place du pivot en juin, mais plutôt une mise en place du pivot, ou en tout cas de la stabilisation des cours, septembre, fin d'année 2023, voire début d'année 2024. Donc on est en train de retarder, le marché est en train de rattraper peut-être le positivisme qu'il a eu ces derniers trimestres, et donc derrière, se tasser, se comprimer, et voire même ranger, voire s'enfoncer un petit peu plus pour travailler. La dernière nouvelle, et je voudrais terminer sur ça, c'est JP Morgan qui nous dit que le SP500 pourrait s'enfoncer vers les 3200. 3200 étant quand même quelque chose, donc c'est un nouveau plus bas, s'enfoncer dans cette zone qu'on a déjà depuis un certain temps, qui est la target qu'on s'était fixée en 1-1-1 et 1-1 qui se trouve ici, d'accord ? Alors ce qui est intéressant, ça veut dire que JP Morgan nous dit que on devrait faire quelque chose comme ça. On fait toujours très attention avec les news de JP Morgan, quand on nous dit attention ça va chuter, ça va breaker baissier, donc ça veut dire vendez pour qu'on puisse acheter, d'accord ? Donc ça veut dire que globalement ils s'attendent à pouvoir acheter dans toutes ces zones-là, et sans forcément que ça aille à 3200, hein. Ça ira certainement pas à 3200, ça rebondira avant pour pouvoir reprendre, et donc du coup ils auront la liquidité nécessaire pour pouvoir continuer à acheter cette chute. On fait toujours très attention à ce type d'information, et généralement on prend l'inverse, on est à peu près dans quelque chose d'identique, on est toujours dans cette notion de manipulation au niveau des informations, et on fait très attention dessus. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.